Imaginez un instant un homme qui détient entre ses mains le destin d'un sixième des terres habitées du globe. Imaginez un souverain dont un seul mot peut déplacer des armées, modifier des frontières, condamner ou gracier des millions d'êtres humains. Imaginez maintenant que cet homme, ce maître absolu d'un empire colossal, soit en réalité un être doux, timide, attaché à sa famille, préférant la promenade en forêt aux affaires d'État. Voilà le paradoxe vertigineux qui a précipité l'effondrement de la Russie impériale. Voilà l'énigme qui a fasciné les historiens pendant plus d'un siècle. Comment un empire qui s'étendait de la mer Baltique au détroit de Bering, qui rassemblait 140 peuples, qui contrôlait un cinquième des terres émergées de la planète, comment cet empire a-t-il pu disparaître en quelques jours seulement? Comment une dynastie vieille de 304 années, fondée en 1613, a-t-elle pu s'effacer en un soir glacial du mois de mars 1917? Et pourquoi le dernier tsar, Nicolas le deuxième, m'a-t-il rien vu venir? Ou plutôt, pourquoi a-t-il tout vu, tout pressenti, et pourtant rien n'a empêché? L'histoire que nous allons raconter ce soir n'est pas seulement celle d'un homme, c'est celle d'un système immense, fragile, contradictoire, qui s'est effondré sous le poids de ses propres certitudes. C'est celle d'une foi inébranlable dans le pouvoir divin du tsar, confronté à un siècle qui ne croyait plus au droit divin. C'est celle d'une élite enfermée dans ses palais, ignorant les rumeurs sourdes qui montaient des campagnes et des usines. C'est l'histoire d'une chute lente, presque silencieuse, dont chacune des étapes semblait, prise séparément, parfaitement banale, mais dont l'accumulation a produit une catastrophe sans équivalent dans l'histoire moderne. Avant de comprendre la chute, il faut comprendre le monde qui l'a précédé. Imaginez la Russie de la fin du XIXe siècle, à l'époque où le jeune Nicolas Alexandrovitch grandit dans les palais impériaux. Cet empire est alors la troisième puissance industrielle du continent européen, derrière l'Allemagne et le Royaume-Uni. Ses villes brillent, ses ingénieurs construisent le plus long chemin de fer du monde, le transsibérien, qui reliera bientôt Moscou à Vladivostok sur près de 9000 kilomètres. Ses écrivains, Tolstoï, Dostoïevski, Tchekhov, sont lus dans toutes les capitales européennes. Ses compositeurs, Tchaïkovski, Rimsky-Korsakov, Borodine, font danser les cours et trembler les salles de concert. Mais sous ce vernis brillant se cache une autre Russie, immense, silencieuse, miséreuse. 85% de la population vit dans les campagnes, dans des isbas de bois noircis, où l'on partage souvent une seule pièce avec les bêtes. Le servage n'a été aboli qu'en 1861, par le grand-père de Nicolas, Alexandre le deuxième, le tsar libérateur. Mais cette libération a laissé les paysans pauvres, endettés, privés de la moitié des terres qu'ils cultivaient. Beaucoup vivent dans la même misère que leurs grands-parents, courbés sur la terre noire, soumis à des hivers terribles, à des famines récurrentes, à des épidémies qui emportent des villages entiers. Le contraste entre les deux Russies est saisissant. À Saint-Pétersbourg, dans le palais d'hiver, des centaines de domestiques en livrée s'affairent autour de salles décorées de malachite, de lapis-lazuli, de marbre rose. Les bals impériaux rassemblent des milliers d'invités vêtus de soie et couverts de diamants. Les officiers de la garde portent des uniformes que l'on dirait peints par un maître. Pendant ce temps, à 1000 verstes de là, dans un village du gouvernement de Toula, une famille paysanne mange du pain noir trempé dans de l'eau salée et compte les enfants morts l'hiver précédent. Cette fracture est ancienne. Elle remonte à Pierre le Grand, qui au début du XVIIIe siècle a voulu ouvrir une fenêtre sur l'Europe. Il a forcé les nobles à se raser la barbe, à porter des perruques, à parler français. Il a construit une nouvelle capitale sur les marais de la Neva, ville rectiligne, géométrique, presque européenne.
mais il n'a européanisé que la surface. En dessous, l'immense masse paysanne est restée fidèle à l'ancienne foi orthodoxe, aux vieilles coutumes, au calendrier julien, à une vision du monde médiéval où le tsar est loin du Seigneur, le père du peuple, l'incarnation terrestre d'une volonté céleste. Pendant plus de 200 années, l'élite russe et le peuple russe ont vécu dans deux mondes parallèles, parlant des langues différentes, célébrant des fêtes différentes, lisant des livres différents. Les nobles parlaient français entre eux, ils ne lisaient le russe qu'avec difficulté, et beaucoup avouaient à voix basse qu'ils trouvaient leur propre langue rugueuse. Le peuple, lui, ne comprenait pas un mot de ce que disaient ses maîtres. Il les voyait passer dans leurs traîneaux, enveloppés de fourrure, comme des créatures d'une autre espèce. Voilà le monde dans lequel naît, le 18 mai 1868, le futur Nicolas le II. Voilà l'héritage qu'il recevra. Mais qui était-il vraiment, cet enfant qui allait devenir le dernier tsar de toutes les Russies? Quels étaient ses goûts, ses peurs, ses rêves? Et surtout, comment a-t-on préparé un homme aussi doux à régner sur un empire aussi violent? Nicolas grandit à Tsarskoïe Selo, le village des Tsars, à une trentaine de kilomètres au sud de Saint-Pétersbourg. C'est un parc immense, ponctué de lacs artificiels, de palais aux façades bleu pastel, de pavillons chinois, d'allées ombragées. L'enfant y vit une enfance protégée, presque idyllique. Ses parents, le tsar Alexandre le III et la tsarine Maria Fyodorovna, sont des figures imposantes mais tendres. Le père est un colosse barbu, mesurant près de 2 mètres, capable de plier un fer à cheval entre ses doigts. La mère, danoise de naissance, est une femme spirituelle, élégante, attentive à ses enfants. Nicolas est l'aîné de 5 frères et sœurs. Il est petit, fluet, doux. Il aime les promenades à pied, le tennis, la chasse, la lecture de récits de voyage. On l'élève dans une atmosphère de simplicité affectée. Le tsar Alexandre méprise le luxe, dort sur un lit de camp, mange de la kasha. Il veut élever ses enfants comme des Russes simples, robustes, attachés à la terre. Mais la simplicité d'un palais, même austère, reste un privilège infini. Les précepteurs défilent dans la chambre d'études du futur tsar. On lui enseigne le russe, le français, l'anglais, l'allemand, le latin, l'histoire, la géographie, le droit, l'économie, la stratégie militaire. Son maître le plus marquant est Constantin Pobedonotsev, un homme glacial, brillant, fanatique. Procureur du Saint-Synode, c'est-à-dire chef laïque de l'Église orthodoxe, Pobedonotsev est la démocratie, le parlementarisme, les Lumières, le libéralisme. Il enseigne au jeune Nicolas que la liberté est une illusion dangereuse, que le peuple russe ne peut être gouverné que par un autocrate, que toute concession est le premier pas vers la chute. Cette doctrine s'imprime profondément dans l'esprit de l'enfant. Nicolas est obéissant, pieux, peu enclin à la contradiction. Il accepte ce qu'on lui dit comme une vérité révélée. Il ne discute pas, il ne doute pas, il ne questionne pas. C'est un trait de caractère qui le marquera toute sa vie et qui aura, plus tard, des conséquences immenses. Là où d'autres souverains réfléchissaient, hésitaient, écoutaient les avis contraires, Nicolas se contentera de croire. Croire à la mission divine du tsar, croire à la fidélité éternelle du peuple, croire à l'inutilité du compromis. À l'âge de 16 ans, il est nommé officier dans le régiment Préobrajensky, l'un des plus prestigieux de la garde impériale. Il prend goût à la vie militaire, aux camarades, aux exercices, aux beuveries. Il en gardera toujours la nostalgie. Plus tard, lorsqu'il sera tsar, il dira à son entourage que les années passées en uniforme
ont été les plus heureuses de son existence. Cela aussi est révélateur. Nicolas n'a jamais désiré régner. Il aurait préféré rester officier toute sa vie. Le pouvoir, pour lui, n'était pas un désir. C'était un fardeau accepté par sens du devoir. En 1890, il entreprend un grand voyage en Orient. Il traverse l'Égypte, l'Inde, Ceylan, Singapour, l'Indochine, le Siam, la Chine, le Japon. Ce voyage est censé l'ouvrir au monde, lui donner une vision globale des affaires politiques. Mais il s'achève par un événement étrange et inquiétant. Dans la ville japonaise d'Otsu, un policier fanatique se précipite sur le cortège du tsarévitch et lui assène 2 coups de sabre sur le crâne. Nicolas s'en sort avec une cicatrice et de violents maux de tête qui le poursuivront toute sa vie. Certains ont voulu y voir un présage. D'autres, plus prosaïques, y ont vu le signe d'une fragilité physique qui correspondait à une fragilité plus profonde, intérieure. Lorsqu'il rentre en Russie, sa vie personnelle prend un tournant décisif. Il rencontre une jeune princesse allemande, Alix de Hesse-Darmstadt, petite fille de la reine Victoria. Elle est belle, austère, mystique. Elle a perdu sa mère à 6 ans et garde de cette perte une mélancolie profonde. Elle est élevée à la cour anglaise, ce qui lui confère un mélange étrange de discipline britannique et de sentimentalisme germanique. Nicolas en tombe éperdument amoureux. Pendant 5 années, il l'attend, il la courtise, il la supplie. Elle hésite. Elle est luthérienne et n'imagine pas changer de religion. Pour épouser un tsar de Russie, il faut se convertir à l'orthodoxie. Elle finit par céder. L'amour l'emporte sur la foi. Mais avant le mariage, le destin frappe brutalement. En octobre 1894, le tsar Alexandre III meurt à l'âge de 49 ans, emporté par une maladie rénale foudroyante. Personne ne s'y attendait. Le colosse semblait éternel. Sa mort plonge la famille impériale dans le désarroi. Et surtout, elle propulse sur le trône un héritier qui se dit lui-même incapable de régner. Le récit que les contemporains nous ont laissé de cet instant est saisissant. Nicolas, en larmes, s'effondre dans les bras de son cousin et beau-frère, le grand-duc Alexandre Mikhaïlovitch. Il lui aurait dit, d'une voix brisée, « Sandro, que vais-je faire? Que va-t-il advenir de la Russie? Je ne suis pas prêt à être tsar. Je ne sais rien des affaires d'État. Je ne sais même pas comment parler au ministre. » Ces paroles, rapportées par plusieurs témoins, résument tout. À 26 ans, l'homme qui devient le maître de 126 millions de sujets se sent intimement, profondément inadéquat à sa charge. Quelques semaines plus tard, à Saint-Pétersbourg, il épouse Alix, qui prend le nom russe d'Alexandra Fyodorovna. Le mariage a lieu dans la précipitation, en pleine période de deuil, sans les fastes habituels. Beaucoup y voient un mauvais présage. La nouvelle tsarine entre dans son nouveau pays par une porte sombre, vêtue de noir, derrière le cortège funèbre du beau-père qu'elle n'a jamais connu. Le peuple murmure. Cette épouse étrangère, taciturne, mal à l'aise en russe, semble apporter avec elle une ombre. Et l'ombre se manifeste très vite, lors d'un événement qui marque toute la suite du règne. En mai 1896, Nicolas est couronné à Moscou, dans la cathédrale de la Dormition au Kremlin. Les fêtes durent plusieurs jours. On distribue au peuple des cadeaux, des mouchoirs, des gobelets en émail, des friandises. Ces distributions ont lieu sur le champ de Kodinka, une vaste plaine à la lisière de Moscou où l'armée s'entraîne habituellement. Le terrain est creusé de tranchées et de fosses recouvertes de planches. Une rumeur court dans la foule. On dit que les cadeaux ne suffiront pas pour tout le monde, que ceux qui arriveront en retard rentreront les mains vides. Au petit matin du 18 mai, plus d'1 demi-million de personnes se pressent sur le champ. Une bousculade éclate. Des gens trébuchent, tombent dans les fossés,
sont piétinés par la foule. En quelques minutes, 1389 personnes sont écrasées à mort. Plus de 1300 autres sont blessés. Le tsar apprend la catastrophe le matin même. Il est consterné. Il visite les blessés, fait des dons aux familles. Mais le soir, ses oncles, les grands-ducs, le pressent de se rendre au bal donné par l'ambassadeur de France, le marquis de Montebello. Annuler serait, disent-ils, un affront diplomatique. Nicolas hésite, puis cède. Il y va. Il danse. Et l'image, vraie ou non, se grave dans la mémoire collective. Pendant que les corps des paysans sont entassés dans des charrettes, le jeune tsar valse au son d'un orchestre dans une ambassade étrangère. Le peuple lui donne un surnom, Nicolas le Sanglant. Ce surnom le suivra jusqu'à sa mort. Plus profondément, l'épisode révèle une vérité essentielle. Nicolas n'a pas un mauvais cœur. Il est même sincèrement bouleversé. Mais il manque de présence d'esprit, de jugement politique, de sens de la mise en scène. Il fait ce qu'on lui dit de faire. Il suit le protocole. Il ne saisit pas que l'image d'un souverain, au seuil du XXe siècle, compte autant que ses actes. Cette incapacité à comprendre la nouvelle nature du pouvoir, dans un siècle qui devient celui des journaux, des photographies, de l'opinion publique, sera l'un des fils rouges de tout son règne. Pendant plusieurs années, pourtant, l'Empire continue d'avancer. Les chiffres sont impressionnants. La production industrielle russe double entre 1892 et 1900. Les réseaux ferroviaires s'allongent à un rythme fou. Les usines de Saint-Pétersbourg, de Moscou, de Kharkov, de Bakou embauchent par dizaines de milliers. Le ministre des Finances, Sergueï Vitt, un homme énergique et brillant, modernise les structures économiques de l'Empire. Il rattache le rouble à l'or, attire les capitaux étrangers, surtout français, et fait construire le transsibérien à un rythme insensé. Mais cette modernisation crée ses propres tensions. Les paysans qui affluent vers les villes deviennent ouvriers. Ils s'entassent dans des dortoirs insalubres, à proximité des usines. Ils travaillent 11, 12, parfois 14 heures par jour pour des salaires de famine. Les enfants sont employés dans les filatures dès l'âge de 8 ans. Les conditions d'hygiène sont effroyables. Les épidémies de choléra, de typhus, de tuberculose ravagent les quartiers ouvriers. Et dans ces milieux nouveaux, à mi-chemin entre la campagne et la ville, des idées circulent, transmises par des étudiants, des intellectuels, des révolutionnaires de toutes sortes. Car la Russie a aussi son intelligentsia, cette classe de lettrés, d'étudiants, de professeurs qui depuis des décennies discutent, écrivent, complotent. Beaucoup sont fascinés par les idées venues d'Occident. Socialisme, anarchisme, marxisme. Le penseur allemand Karl Marx est traduit en russe dès 1872. Son œuvre majeure, Le Capital, est lue dans les universités, dans les cercles clandestins, parfois même dans les salons de la haute société. Une nouvelle génération de révolutionnaires se forme, plus radicale que la précédente. Elle s'appelle elle-même social-démocrate. Elle rêve d'une révolution prolétarienne, d'une dictature des travailleurs, d'un monde sans classe. Parmi ces jeunes hommes, un certain Vladimir Ilitch Ulyanov, originaire de Simbirsk, sur la Volga, dont le frère aîné a été pendu en 1887 pour avoir comploté contre le tsar Alexandre le III. Vladimir Ilitch grandit avec une haine froide, méthodique, pour le régime impérial. Il étudie le droit, devient avocat, puis se consacre entièrement à la Révolution. Il écrira sous le pseudonyme de Lénine. Pour l'instant, il n'est qu'un jeune homme parmi tant d'autres, exilé en Sibérie, puis à Munich, à Londres, à Genève. Mais il observe, il prépare, il attend.
Il y a aussi les socialistes révolutionnaires, héritiers d'une tradition plus ancienne, le populisme russe. Ils croient aux paysans plutôt qu'à l'ouvrier. Ils croient à l'attentat individuel comme méthode d'action. Pendant le règne de Nicolas le II, leur organisation de combat va frapper sans relâche. Le ministre de l'Intérieur Sipyagin est assassiné en 1902. Son successeur, Plevet, est tué par une bombe en 1904. Le grand-duc Sergueï Alexandrovitch, oncle du tsar et gouverneur de Moscou, est déchiqueté par un attentat en 1905. Plus de 15 000 fonctionnaires, gendarmes et officiers seront assassinés ou blessés par les terroristes entre 1900 et 1909. Le tsar reçoit chaque rapport sur ces attentats. Il prie. Il assiste à des messes. Il écrit dans son journal « Quelle horreur! Quelle infamie !» Mais il ne tire aucune conclusion politique. Il ne réforme rien. Il croit que le peuple, le vrai peuple, celui des campagnes, l'aime toujours, et que ces violences sont l'œuvre d'une minorité de fanatiques étrangers à l'âme russe. Cette vision, héritée de Pobedonotsev, l'aveugle profondément. Pendant ce temps, dans son foyer, le tsar est un homme heureux. Alexandra lui donne 4 filles. Olga en 1895, Tatiana en 1897, Maria en 1899, Anastasia en 1901. 4 filles et toujours pas d'héritier mâle. Or, la loi de succession russe, telle qu'elle a été établie par Paul Ier en 1797, donne la priorité absolue aux héritiers masculins. Sans fils, la couronne passerait à un frère ou à un cousin. Cela inquiète Nicolas, mais inquiète bien davantage Alexandra. Profondément religieuse, elle voit dans cette absence d'héritier un signe défavorable du ciel. Elle se tourne vers les saints, les pèlerinages, les mystiques. Enfin, en juillet 1904, naît un garçon. Il est baptisé Alexis. La joie est immense. Les cloches sonnent dans tout l'Empire. Le canon tire 300 coups sur les remparts du palais d'hiver. Mais quelques semaines après la naissance, on s'aperçoit que le sang de l'enfant ne coagule pas. Il est hémophile. Cette maladie héréditaire, transmise par les femmes mais qui ne se manifeste que chez les garçons, vient de la branche anglaise de la famille. Alexandra est porteuse. Sa propre famille en a déjà été frappée. Plusieurs de ses oncles et neveux sont morts jeunes de cette maladie. L'hémophilie fait peser sur l'enfant une menace constante. Le moindre coup, la moindre chute peut provoquer une hémorragie interne incurable. Les médecins sont impuissants. La médecine du début du XXe siècle ne dispose d'aucun traitement. Le tsarévitch grandit dans une bulle. Des marins du yacht impérial sont chargés de le surveiller en permanence pour empêcher toute chute. Et les parents vivent dans une angoisse permanente qu'ils dissimulent au monde extérieur. La maladie de l'héritier est un secret d'État. Ni les ministres, ni les généraux, ni le peuple ne doivent en connaître l'existence. Ce secret va peser lourd sur la suite du règne. Car l'inquiétude maternelle, déjà extrême chez Alexandra, devient une obsession. Elle cherche partout des guérisseurs, des saints, des thaumaturges. Elle correspond avec des moines reclus, consulte des mystiques, lit des ouvrages de spiritualité ésotérique. Et c'est dans ce contexte qu'apparaît, dans la vie de la famille impériale, un homme qui va devenir l'un des personnages les plus étranges et les plus controversés de toute l'histoire de la Russie. Un paysan sibérien aux yeux clairs, à la longue barbe, à la voix profonde. Un homme qui prétend pouvoir, par la prière, soulager les souffrances du tsarévitch. Cet homme s'appelle
Grégori Yefimovitch Raspoutine. Mais avant que Raspoutine n'entre en scène, l'Empire connaît une première grande secousse. Une secousse qui aurait pu, qui aurait dû, ouvrir les yeux du tsar, mais qu'il choisira d'interpréter comme un orage passager et non comme l'annonce d'une tempête. En 1904, la Russie entre en guerre contre le Japon. Personne, dans les hautes sphères de Saint-Pétersbourg, ne prend cette guerre au sérieux. Le Japon, disent les généraux, est un petit pays de pêcheurs et d'artisans. Comment ces gens minuscules, à peine sortis du Moyen-Âge il y a 40 ans, oseraient-ils défier la deuxième armée d'Europe? Le ministre de l'Intérieur Plève aurait même déclaré, avec un cynisme glacial, « Nous avons besoin d'une petite guerre victorieuse pour étouffer la révolution. » La guerre est tout sauf petite, et tout sauf victorieuse. L'armée japonaise, modernisée à marche forcée depuis l'ère Meiji, est admirablement entraînée, équipée, motivée. Les soldats russes, eux, sont envoyés à l'autre bout de l'Empire par un transsibérien encore inachevé, à voie unique, qui ne permet de transporter qu'un nombre limité d'hommes par jour. Les batailles de Liaoyang, de Mukden sont des désastres. Et le 8 février 1904, sans déclaration de guerre, la flotte japonaise attaque la base navale russe de Port Arthur, en Mandchourie. Plusieurs navires russes sont gravement endommagés. La flotte du Pacifique est paralysée. Le tsar décide alors d'envoyer la flotte de la Baltique à près de 18 000 milles nautiques de distance pour reprendre le contrôle des mers asiatiques. Le voyage dure plus de 7 mois. Les navires contournent l'Europe, l'Afrique, l'océan Indien. Quand ils arrivent enfin dans le détroit de Tsushima, en mai 1905, ils sont épuisés, leurs coques rongées par les coquillages, leurs équipages malades. La flotte japonaise les attend, fraîche, rapide, parfaitement organisée. La bataille dure 2 jours. Sur 38 navires russes, 22 sont coulés. Près de 5000 marins russes meurent. Les Japonais ne perdent que 3 petits torpilleurs. C'est l'une des plus grandes catastrophes navales de l'histoire moderne. Pour la première fois depuis des siècles, une puissance européenne est écrasée militairement par une puissance asiatique. Le choc dans l'opinion mondiale est immense. Mais c'est en Russie même que le choc est le plus profond. Le mythe de l'invincibilité impériale s'effondre. Le peuple commence à se demander à quoi sert ce régime qui envoie ses fils mourir dans des contrées lointaines pour des intérêts qu'il ne comprend pas. Et au même moment, en plein hiver 1905, à Saint-Pétersbourg, un événement va changer pour toujours le visage de la monarchie russe. Le 9 janvier, un dimanche, plus de 100 000 ouvriers défilent pacifiquement vers le palais d'hiver. Ils sont menés par un prêtre, le père Gapone, qui est en réalité un agent double, à la fois militant ouvrier et indicateur de la police. Mais peu importe, la foule est sincère. Les ouvriers portent des icônes, des bannières religieuses, des portraits du tsar. Ils chantent des cantiques. Ils viennent supplier leur petit père, leur batiouchka, de les écouter. Ils ont rédigé une pétition demandant la journée de 8 heures, le droit de grève, la liberté d'expression, l'élection d'une assemblée constituante. Le tsar n'est pas au palais. Il est à Tsarskoïe Selo, avec sa famille. Personne dans son entourage ne lui transmet l'avertissement de Gapone, selon lequel des milliers de gens viendront. Les autorités militaires sur place paniquent. Les troupes sont déployées sur les ponts et aux abords du palais. Les ordres se contredisent. La foule avance malgré tout. Et soudain, sans sommation claire, les soldats tirent. À plusieurs endroits de la ville, en même temps. Sur la perspective Nevski, près de la porte de Narva, sur le pont de la police. Combien de morts? Les chiffres officiels parlent de 96 tués. Les estimations indépendantes
vont jusqu'à plusieurs milliers. La vérité est probablement intermédiaire. Entre 100 et 200 personnes sont tuées et plusieurs centaines sont blessées. Mais le chiffre exact compte moins que le symbole. Le sang des suppliants tache la neige devant le palais. Le mythe paternel du tsar s'effondre en une journée. Le peuple comprend que son petit père peut tirer sur lui. Cette journée portera dans l'histoire le nom de dimanche sanglant. Et pendant les mois qui suivent, l'empire entier s'embrase. Des grèves éclatent à Moscou, à Varsovie, à Riga, à Bakou. Les paysans incendient les manoirs des nobles. Les marins du cuirassé Potiemkin, en mer Noire, se mutinent en juin 1905. Des conseils ouvriers, appelés soviets, se forment dans les grandes villes industrielles. À Saint-Pétersbourg, le soviet est dirigé par un jeune révolutionnaire d'origine juive, Lev Davidovitch Bronstein, qui prendra plus tard le nom de Trotsky. L'Empire vacille. Le tsar, conseillé par Witte, accepte ce qu'il a toujours refusé. Le 17 octobre 1905, il signe un manifeste qui accorde, pour la première fois dans l'histoire de la Russie, des libertés civiles fondamentales. Liberté de conscience, liberté de parole, liberté de réunion, liberté d'association. Il annonce la création d'un parlement, la Douma d'État, élu par le peuple, sans le consentement duquel aucune loi ne pourra être promulguée. C'est une révolution constitutionnelle. La Russie cesse, en théorie, d'être une autocratie pour devenir une monarchie limitée. Le manifeste apaise les troubles. Une partie de l'opposition libérale, satisfaite, se rallie au régime. Les révolutionnaires les plus radicaux poursuivent leur action, mais l'élan populaire retombe. À la fin de l'année 1906, le calme est en grande partie rétabli, au prix de répressions brutales. Le général Trepov a fait connaître une consigne fameuse : ne pas ménager les cartouches. Plus d'1 millier de personnes sont exécutées par les tribunaux militaires. Mais derrière ce calme apparent, le tsar n'a pas changé d'âme. Il a signé le manifeste à contre-cœur. Dans une lettre à sa mère, il écrit : « Il n'y avait pas d'autre choix que de signer ou de prendre les armes contre mon propre peuple. Je l'ai signé en pleurant. » Pour lui, le manifeste est un péché. Il a trahi son serment de couronnement qui le liait à Dieu pour transmettre intact à son fils le pouvoir absolu reçu de ses ancêtres. Cette idée le hante. Il consacrera les années suivantes à reprendre, par étapes, ce qu'il a concédé sous la contrainte. La première Douma se réunit en avril 1906 dans le palais Tauride. Elle est majoritairement libérale et se montre vite hostile au gouvernement. Le tsar la dissout au bout de 72 jours. La deuxième Douma, élue dans la foulée, est encore plus radicale. Elle est dissoute à son tour. Le nouveau Premier ministre, Piotr Stolypine, impose alors en juin 1907 une nouvelle loi électorale qui restreint considérablement le suffrage en faveur des nobles et des propriétaires fonciers. La troisième Douma, élue selon ces nouvelles règles, sera plus docile et siégera jusqu'à son terme. Stolypine est un personnage fascinant. Grand, austère, énergique, il est à la fois un répresseur et un réformateur. D'un côté, il établit des cours martiales qui prononcent des milliers de condamnations à mort contre les terroristes. Le nœud de la corde devient familier dans tout l'Empire. On l'appelle ironiquement la cravate de Stolypine. De l'autre, il lance une vaste réforme agraire pour briser la commune paysanne traditionnelle, le mir, et créer une classe de paysans propriétaires, plus aisés, plus stables, qui serait l'assise sociale du régime. La réforme avance lentement, mais sûrement. Entre 1907 et 1914, plus de 2 millions de familles paysannes quittent le mir pour devenir propriétaires de leurs lopins. Les rendements agricoles augmentent. Les exportations de blé russe deviennent les premières du monde. Stolypine lui-même déclare à la tribune de la Douma : « Donnez-moi 20 années de tranquillité et vous ne reconnaîtrez pas la Russie. »
Mais l'histoire ne lui donnera pas 20 années. Elle ne lui donnera même pas 4. Le 14 septembre 1911, à l'Opéra de Kiev, Stolypine assiste à une représentation du conte du tsar Saltan en présence du tsar et de toute la famille impériale. Pendant l'entr'acte, un jeune homme, Dimitri Bogrov, s'approche de lui et lui tire 2 balles dans la poitrine. Stolypine meurt 4 jours plus tard. Bogrov est à la fois un militant socialiste révolutionnaire et un agent de la police secrète, l'Okhrana. Son cas est si trouble qu'on n'a jamais pu déterminer pour le compte de qui il avait agi. Certains soupçonnent même des cercles de la cour, hostiles aux réformes de Stolypine, qui risquaient selon eux de moderniser le pays au détriment de l'aristocratie traditionnelle. Avec Stolypine, disparaît le dernier homme d'État capable de faire évoluer l'Empire de l'intérieur. Ses successeurs sont médiocres, fades, prudents. Le tsar lui-même, débarrassé d'un premier ministre dont il craignait la popularité, semble soulagé. Il ne nommera plus jamais quelqu'un d'aussi fort. Et c'est précisément à ce moment, dans le vide laissé par Stolypine, que prend une influence grandissante, dans les coulisses de la cour, le mystérieux paysan sibérien dont nous avons parlé tout à l'heure. Grigori Raspoutine est né en 1869 dans le village de Pokrovskoye, en Sibérie occidentale. Sa jeunesse est obscure, marquée par la pauvreté, l'alcool, les beuveries de village. Vers l'âge de 28 ans, il a une crise mystique. Il quitte sa famille, marche pendant des mois, visite des monastères, devient ce qu'on appelle en Russie un stranik, un pèlerin errant. Il développe une spiritualité particulière, un mélange d'orthodoxie populaire, d'ascétisme et de pratiques sectaires. Ses ennemis l'accuseront de prêcher que le salut passe par le péché conscient, qu'il faut s'abaisser au plus bas pour s'élever au plus haut. Cette doctrine, voisine de celle des Clistis, une secte russe ancienne, sera l'objet de toutes les rumeurs. Il arrive à Saint-Pétersbourg en 1903. Il fascine d'abord les milieux ecclésiastiques mondains. Les grandes duchesses Militsa et Anastasia, 2 sœurs d'origine monténégrine mariées à des grands-ducs Romanov, sont passionnées par les phénomènes occultes. Elles le présentent à la tsarine en 1905. Alexandra est immédiatement bouleversée. Cet homme rude, qui parle de Dieu avec simplicité, qui sent la sueur et les bottes mouillées, qui regarde les gens dans les yeux avec une intensité presque physique, lui semble être le moujik authentique, le russe profond, dont elle a tant entendu parler sans jamais l'avoir rencontré. Mais ce qui scelle définitivement l'emprise de Raspoutine sur la famille impériale, c'est ce qui se passe autour du tsarévitch Alexis. Plusieurs fois, l'enfant fait des hémorragies graves. Plusieurs fois, les médecins se déclarent impuissants. Et plusieurs fois, Raspoutine est appelé. Il prie au-dessus du lit de l'enfant. Et chaque fois, l'hémorragie s'arrête. La douleur diminue. L'enfant survit. Comment expliquer cela? Les médecins modernes ont avancé plusieurs hypothèses. L'effet calmant du moujik aurait abaissé la tension de la mère, qui transmettait son angoisse à l'enfant. Raspoutine aurait peut-être aussi déconseillé certains médicaments, comme l'aspirine, qui à l'époque aggravait les saignements sans qu'on le sache. Peu importe. Pour Alexandra, la conclusion est limpide. Cet homme est l'envoyé de Dieu. Sa parole est sacrée. Ses conseils doivent être suivis. À partir de 1909, et de plus en plus jusqu'à la guerre, Raspoutine devient une figure familière du palais. Il dîne chez les souverains, il joue avec les enfants, il écrit à la tsarine, qui le tutoie et l'appelle « notre ami ». Il intervient dans les nominations ecclésiastiques, puis dans les nominations ministérielles. Il fait évincer ceux qui lui résistent et installer ceux qui le flattent. Au dehors,
Sa réputation est désastreuse. On parle de ses orgies, de ses séductions de femmes du monde, de sa boisson, de ses chantages. La police secrète le surveille. Des rapports accablants sont rédigés. Le tsar les lit, les classe, les ignore. Pourquoi cet aveuglement? Parce que la santé d'Alexis est, pour ses parents, infiniment plus importante que toute considération politique. Parce qu'Alexandra, isolée à la cour, mal aimée des grandes duchesses douairières et de la haute société, ne se confie qu'à un cercle minuscule où Raspoutine occupe une place centrale. Parce que Nicolas, qui voit bien que le moudjik divise l'Empire, ne peut pas se résoudre à imposer à sa femme un sacrifice qu'elle refuse absolument. Le couple impérial est très uni. Leur correspondance, qui a été conservée et publiée, est l'une des plus tendres et des plus pathétiques que l'histoire ait connues. Nicolas appelle Alexandra « ma colombe »,« mon trésor ». Elle l'appelle « hubby » à l'anglaise et signe ses lettres « ta vieille femme ». Ils s'aiment passionnément. Et cet amour, paradoxalement, est l'une des cordes qui mèneront l'Empire à sa perte. Car les nominations politiques de Raspoutine deviennent, à partir de 1915, catastrophiques. Voyons d'abord comment on en est arrivé là. Pour cela, il faut revenir à juin 1914 et au coup de feu qui résonne le 28 du mois dans une rue de Sarajevo. L'archiduc François-Ferdinand d'Autriche, héritier du trône austro-hongrois, est abattu par un jeune Serbe bosniaque, Gavrilo Princip. Cet attentat met le feu aux poudres d'un système d'alliances européennes savamment équilibré, mais profondément fragile. L'Autriche-Hongrie veut punir la Serbie. La Russie, protectrice traditionnelle des Slaves orthodoxes, déclare son soutien à Belgrade. L'Allemagne soutient l'Autriche. La France soutient la Russie. Le Royaume-Uni, lié à la France par l'entente cordiale et inquiet de l'équilibre européen, finit par entrer dans le conflit. En l'espace de 5 semaines, le continent entier est en guerre. Le tsar Nicolas hésite jusqu'au dernier moment. Il échange des télégrammes désespérés avec son cousin germain, l'empereur Guillaume II d'Allemagne, qu'il appelle affectueusement Willy dans sa correspondance privée. Mais les engrenages militaires sont plus forts que la volonté des souverains. Les mobilisations, une fois lancées, ne peuvent plus être arrêtées. Le 1er août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie. L'annonce du conflit, en Russie, déclenche d'abord une explosion d'enthousiasme patriotique. Sur la place du Palais d'Hiver, des centaines de milliers de gens se massent en agitant des drapeaux. Lorsque le tsar paraît au balcon, la foule s'agenouille et entonne l'hymne impérial. La Douma, presque unanimement, vote les crédits de guerre. Les querelles politiques sont suspendues. Saint-Pétersbourg est rebaptisé Pétrograd, parce que le nom germanique sonne mal en temps de guerre contre l'Allemagne. Pour quelques semaines, l'Empire semble retrouver son unité. Mais bientôt, les choses se gâtent. L'armée russe est mal équipée. Les fusils manquent. Les obus manquent. Les bottes manquent. Dans certains régiments, plusieurs soldats partagent une seule arme. On attend que le porteur tombe pour ramasser son fusil. Les généraux, formés dans la guerre russo-japonaise, n'ont pas tiré toutes les leçons de l'évolution moderne du combat. Les batailles de Tannenberg et des lacs de Masuri, à l'été 1914, sont des désastres. Près de 200 000 hommes sont tués, blessés ou faits prisonniers par les Allemands en quelques semaines. Sur le front sud, contre l'Autriche, les Russes obtiennent quelques succès. Ils prennent la Galicie, occupent Lvov. Mais en 1915, la contre-offensive germano-autrichienne est foudroyante. Les Russes sont repoussés sur des centaines de kilomètres. La Pologne russe est perdue. La Lituanie est perdue. Une partie de la Biélorussie est perdue. Plusieurs millions de civils fuient vers l'Est, dans une marche épuisante.
créant des vagues de réfugiés que les villes intérieures ne savent pas absorber. Devant cette série de défaites, Nicolas prend une décision qui sera lourde de conséquences. En septembre 1915, il décide de prendre personnellement le commandement de l'armée. Il quitte Petrograd pour s'installer au quartier général, le Stavka, à Mogilev, sur le Dniepr. Ses ministres, presque unanimes, le supplient de renoncer. Il lui explique qu'en cas de nouvelle défaite, le peuple le tiendra personnellement responsable. Il lui rappelle qu'il n'est pas un grand stratège militaire, que ses propres généraux le savent, et qu'il vaudrait mieux laisser à d'autres la charge de la défaite éventuelle. Il refuse. Il croit que sa présence au front galvanisera les troupes. Il croit que c'est son devoir de tsar. Son départ pour Mogilev a une conséquence imprévue mais énorme. Pendant qu'il est au front, c'est sa femme, Alexandra, qui dirige les affaires intérieures. Et Alexandra, comme nous l'avons vu, est sous l'influence absolue de Raspoutine. Pendant les 18 mois qui suivent, c'est en quelque sorte un triumvirat invisible qui gouverne la Russie. Un tsar absent, une tsarine isolée, un moujik aux yeux clairs. Et les nominations gouvernementales tournent au vaudeville tragique. 4 premiers ministres en 2 années, 6 ministres de l'Intérieur, 4 ministres de la guerre, 3 ministres des Affaires étrangères. C'est ce que les historiens ont appelé la valse ministérielle. Chaque nouveau ministre est plus médiocre que le précédent. Le seul critère de nomination semble être la dévotion à Raspoutine. Le ministre de l'Intérieur, Protopopov, ancien marchand textile devenu fonctionnaire par hasard, est un homme malade mentalement, qui voit des esprits dans les couloirs et croit recevoir des instructions du Christ. Il est nommé sur la recommandation directe du moujik. Le ministre de la guerre, Soukomlinov, accusé d'incompétence et de corruption, est éclaboussé par un procès retentissant. Les amis du tsar lui-même, ses oncles, ses cousins, le supplient d'écouter raison. Ils sont écartés. L'impact sur l'opinion publique est dévastateur. Pour la première fois, des rumeurs ouvertes circulent dans Pétrograd selon lesquelles la tsarine, d'origine allemande, serait en réalité une espionne au service de Berlin. Que Raspoutine serait un agent stipendié par Guillaume le II. Que le palais d'hiver communiquerait avec l'ennemi par un câble télégraphique secret. Toutes ces rumeurs sont fausses. Aucune ne repose sur le moindre fait avéré. Mais elles circulent, dans les cercles aristocratiques aussi bien que dans les usines. Et le pouvoir, incapable de communiquer, incapable de se défendre, se laisse engloutir par la calomnie. À la Douma, l'opposition se durcit. En novembre 1916, le député Pavel Milioukov, chef du Parti constitutionnel démocrate, prononce un discours célèbre dans lequel il énumère une série de décisions désastreuses du gouvernement et conclut chaque paragraphe par la même question rhétorique. Est-ce de la stupidité ou de la trahison? Le discours est interdit de publication, mais des centaines de milliers d'exemplaires manuscrits ou polycopiés circulent dans tout l'Empire. Pour la première fois, la légitimité même du tsar est ouvertement mise en question par un député reconnu dans l'enceinte officielle du Parlement. Une partie de l'aristocratie, alarmée, décide de prendre les choses en main. Si on ne peut pas changer le tsar, pense-t-on, il faut au moins éliminer Raspoutine. Le complot est ourdi par un cousin du tsar, le grand-duc Dimitri Pavlovitch, par un noble fortuné, le prince Félix Youssoupov, marié à une nièce de Nicolas, et par un député monarchiste, Vladimir Pouritchkevitch. Dans la nuit du 16 au 17 décembre 1916, Raspoutine est attiré dans le palais Youssoupov, sur le quai de la Moïka, à Pétrograd. Selon le récit légendaire des conjurés, on lui aurait servi des gâteaux et du vin empoisonné,
avant de l'y tirer dessus lorsqu'il ne mourrait pas. Mais les versions modernes de l'affaire sont beaucoup plus prudentes. L'empoisonnement n'est pas établi, et la mort de Raspoutine semble surtout liée au coup de feu reçu cette nuit-là. Son corps fut ensuite jeté dans la petite Nevka. La légende dira plus tard qu'il était encore vivant lorsqu'il fut jeté dans l'eau, mais cette version reste très contestée. Cette mort spectaculaire, presque mythologique, frappe les imaginations et nourrit pendant des décennies la légende. Le tsar apprend la nouvelle quelques jours plus tard. Il accuse le coup, mais ne fait pas exiler les assassins, tous trois membres de la famille élargie ou de la haute aristocratie. Il les envoie simplement loin de la capitale, ce qui est moins une punition qu'une mise à l'abri. Alexandra, en revanche, est anéantie. Elle perd à la fois son ami spirituel et la dernière personne qui, croit-elle, pouvait sauver son fils. Mais l'élimination de Raspoutine ne change rien au cours profond des choses. Le système est trop atteint. La société est devenue méfiante. L'économie de guerre se désorganise. À l'arrière, dans les villes, les ouvriers travaillent jusqu'à 16 heures par jour pour des salaires réels qui s'effondrent à cause de l'inflation. Les approvisionnements en pain, en lait, en charbon deviennent erratiques. Pendant l'hiver 1916-1917, particulièrement rigoureux, les boulangeries de Pétrograd sont prises d'assaut. On fait la queue pendant des heures dans la neige et le vent glacial pour obtenir un demi-kilogramme de pain noir. L'étincelle qui mettra le feu aux poudres jaillit le 8 mars 1917, qui correspond au 23 février dans le calendrier julien encore en usage en Russie. Ce jour-là, les ouvrières des filatures de Pétrograd manifestent à l'occasion de la Journée internationale des femmes. Elles sortent dans les rues en réclamant du pain. Elles sont rejointes par les ouvriers métallurgistes des quartiers de Vyborg. Le lendemain, les manifestations s'amplifient. Le surlendemain, presque tous les ouvriers de la ville sont en grève. Les slogans changent. Au cri de « Du pain » s'ajoute celui de « À bas l'autocratie ». Le tsar, qui est à Mogiliev, reçoit des télégrammes inquiétants, mais il sous-estime gravement la situation. Il télégraphie au gouverneur militaire de la capitale, le général Khabalov, l'ordre de mettre fin au désordre dès le lendemain. Khabalov ordonne aux troupes de la garnison, plus de 180 000 hommes, de tirer sur les manifestants. Mais la garnison de Pétrograd, en 1917, n'a plus rien à voir avec celle d'avant la guerre. La plupart des soldats sont des recrues récentes, en majorité des paysans qui n'ont aucune envie de mourir au front. Ils savent qu'on tire sur leurs sœurs et sur leurs femmes. Ils refusent. Le 12 mars, plusieurs régiments se mutinent. Le régiment Volinsky d'abord, puis le Préobrazhensky, ce régiment même dans lequel le tsar avait été officier, puis le Pavlovski, puis tous les autres. En quelques heures, la garnison entière passe du côté des manifestants. Les soldats fraternisent avec les ouvriers. Ensemble, ils prennent d'assaut la forteresse Pierre et Paul, libèrent les prisonniers politiques, occupent l'arsenal. La capitale impériale, en l'espace d'une journée, échappe au pouvoir. À la Douma, qui siège au palais Tauride, les députés sont stupéfaits. Le tsar, par un décret venu de Mogiliev, vient juste de la dissoudre. Il décide de désobéir et constitue un comité provisoire pour rétablir l'ordre. Au même moment, dans une autre aile du même palais, des ouvriers et des soldats forment un nouveau soviet de Pétrograd, sur le modèle de celui de 1905. Ces deux pouvoirs, parallèles, vont coexister et se disputer la capitale pendant les mois qui viennent. Le tsar, prévenu trop tard, prend enfin son train impérial pour Pétrograd. Mais les cheminots, qui sympathisent avec la Révolution, dévient le train sur des voies secondaires.
Nicolas se retrouve bloqué à Pskov, à mi-chemin, sans pouvoir avancer ni reculer. C'est là, dans son wagon-salon, le 15 mars 1917, qu'il reçoit la visite de 2 députés de la Douma. Ils lui apportent un message clair. Tous les commandants de front, consultés par télégraphe, recommandent l'abdication. Le grand-duc Nicolas Nikolaïevitch, le général Broussilov, le général Alexeïev, tous lui adressent le même conseil. Pour sauver la dynastie, pour sauver la guerre, pour sauver la Russie, il faut que le tsar se retire. Nicolas écoute en silence. Il prie. Il fume des cigarettes l'une après l'autre. Et il accepte. Il signe l'acte d'abdication d'une main tranquille. Il abdique d'abord en faveur de son fils, Alexis, comme la loi le prévoit. Puis, après une consultation médicale qui lui rappelle la fragilité extrême du tsarévitch, il modifie sa décision et abdique aussi pour lui, en faveur de son frère cadet, le grand-duc Michel Alexandrovitch. Ce soir-là, dans son journal, il écrit ces mots stupéfiants par leur sobriété. Tout autour de moi, je ne vois que trahison, lâcheté et tromperie. Il rentre à Tsarskoye Selo le lendemain pour rejoindre sa femme et ses enfants. Il ne porte plus l'uniforme du tsar, mais celui d'un simple colonel. Le grand-duc Michel, à qui il a voulu transmettre la couronne, refuse de l'accepter sans le consentement d'une assemblée constituante. Cette assemblée ne jouera jamais le rôle espéré, et la dynastie des Romanov s'achève en quelques heures, après 304 années d'existence. Comment expliquer cette chute aussi soudaine, aussi totale? Les contemporains eux-mêmes en sont sidérés. Vassili Tchoulgin, l'un des 2 députés qui sont allés recevoir l'abdication à Pskov, écrira plus tard « Nous nous attendions à des résistances, à des combats, à une guerre civile. Nous avons trouvé un homme prêt à signer et un trône abandonné. » Le philosophe Vassili Rozanov écrira de son côté « La Russie s'est défaite en 2 jours, à peine en 3. Ni un État, ni une Église, ni une armée, ni une classe ouvrière, ni une classe paysanne. Rien. Il ne reste rien. » Cette dissolution éclair s'explique par plusieurs causes profondes qui se sont accumulées pendant des décennies, parfois des siècles. Il faut prendre le temps d'en explorer chacune, car c'est leur entrelacement, et non l'une ou l'autre prise séparément, qui produit la catastrophe. La première cause, c'est l'écart insurmontable entre l'État impérial et la société. Pendant tout le XIXe siècle, des hommes lucides, en Russie même, ont averti que cet écart deviendrait fatal. Le philosophe Piotr Tchadaïev, dès 1836, écrivait que la Russie était une société sans assises, sans tradition intermédiaire, sans corps représentatif, et qu'elle reposait tout entière sur une mince couche d'élite européanisée, flottant au-dessus d'un peuple qui n'avait jamais consenti à rien. Tchadaïev fut déclaré fou par les autorités, mais sa critique demeura. 50 années plus tard, le penseur Constantin Léontiev écrivait que la modernisation occidentale, loin de stabiliser la Russie, la rendrait plus fragile, parce qu'elle introduirait dans une société autocratique des aspirations qu'elle ne pourrait pas satisfaire. Cette analyse s'est révélée d'une justesse impitoyable. Au début du XXe siècle, la Russie possédait une élite cultivée, polyglotte, parfaitement au courant des débats européens, une bourgeoisie d'affaires montante, un prolétariat industriel concentré dans quelques grandes villes, et une masse paysanne immense, archaïque, pieuse, méfiante. Le régime essayait, avec ses moyens, de tenir tout cela ensemble. Mais ses instruments étaient inadaptés. La police politique, l'Okhrana, surveillait les révolutionnaires, mais ne pouvait pas comprendre les aspirations de millions d'ouvriers et de paysans. La hiérarchie ecclésiastique, contrôlée par l'État depuis Pierre le Grand, avait perdu une grande partie de son autorité morale. Les Zemstvo, ces conseils locaux, instaurés par Alexandre le II, étaient compétents, mais maintenus dans une marginalité étroite par le pouvoir central. La Douma,
créé à reculons en 1906, n'avait jamais reçu les véritables prérogatives d'un parlement. Le tsar lui-même, élevé dans la doctrine de l'autocratie sacrée, considérait toute critique comme un manque de loyauté, voire comme une trahison. Il notait dans son journal les noms des ministres qu'il jugeait trop libéraux et les écartait à la première occasion. Il préférait les médiocres dévoués aux compétents indépendants. Viteux, qui avait sauvé l'Empire après la guerre russo-japonaise, fut écarté. Stolypine, qui aurait pu sauver le régime par ses réformes, fut probablement abandonné par le tsar lui-même dans les derniers mois de sa vie. Cette préférence systématique pour la fidélité au détriment de la compétence vida progressivement l'État de ses meilleurs éléments. La deuxième cause, c'est la rigidité doctrinale du tsar lui-même. Élevé par Pobiedonotsev dans le culte de l'autocratie, Nicolas n'a jamais cessé de croire qu'il était personnellement responsable devant Dieu de la transmission intégrale du pouvoir absolu à son fils. Lorsque Witte, en 1905, lui présenta le projet de manifeste qui allait limiter ses pouvoirs, il pleura. Lorsqu'il signa, il pria longuement. Et dès qu'il le put, dans les années qui suivirent, il chercha à reprendre par tous les moyens ce qu'il avait concédé. Cette obstination intérieure le rendit incapable de jouer le jeu constitutionnel, même imparfait, qui aurait pu sauver la dynastie. À chaque crise, il voyait dans le compromis un péché et dans la fermeté un devoir. Mais une fermeté sans intelligence stratégique n'est qu'une obstination, et une obstination dans l'erreur conduit à la catastrophe. La troisième cause, c'est la guerre. Sans la guerre, l'Empire aurait peut-être survécu. Beaucoup d'historiens en sont convaincus. Le grand spécialiste américain Richard Pipes, par exemple, soutient que la Russie de 1914, malgré toutes ses tensions, était sur une trajectoire de modernisation économique qui aurait pu, à terme, amortir les contradictions politiques. Les chiffres lui donnent partiellement raison. Entre 1906 et 1913, le produit industriel russe a augmenté de plus de 60%. Les rendements agricoles ont progressé. Les budgets de l'instruction publique ont triplé. Le nombre d'écoles primaires est passé de 25 000 à plus de 40 000 en quelques années. Les universités russes formaient des ingénieurs, des médecins, des juristes en nombre croissant. Mais la guerre a tout détruit. Elle a ruiné les finances, désorganisé les transports, vidé les réserves de blé, brisé l'unité nationale. Elle a tué près de 2 millions de soldats russes en moins de 3 années. Elle a envoyé 2,5 millions d'autres dans la captivité allemande. Elle a déraciné 5 millions de civils, fugitifs des provinces occidentales perdues. Elle a créé une inflation galopante qui a divisé par 5 le pouvoir d'achat du salaire ouvrier. Elle a, surtout, transformé l'armée elle-même. À la fin de 1916, la majorité des soldats étaient des paysans mobilisés depuis peu, mal entraînés, mal nourris, mal équipés. Ces hommes ne se battaient plus pour le tsar, ils ne se battaient plus pour personne. Ils voulaient simplement rentrer chez eux. La quatrième cause, c'est l'isolement personnel du couple impérial. À partir de 1906, et plus encore après 1912, Nicolas et Alexandra ont quasiment cessé de fréquenter la société. Ils se sont retirés au palais Alexandre, dans le parc de Tsarskoïe Selo, dans une intimité familiale qu'ils chérissaient, mais qui les coupait du monde. Ils ne donnaient plus de bals, ils ne recevaient pas, ils n'allaient plus au théâtre. Les grandes duchesses, leurs filles, n'avaient quasiment aucune relation extérieure. Cette retraite avait des raisons compréhensibles. La fragilité d'Alexis, le tempérament timide d'Alexandra, l'amour de Nicolas pour la vie de famille.
Mais elle eut un coût politique énorme. Le tsar ignora pendant des années ce qui se disait à Pétrograd, ce qui se chuchotait dans les salons, ce qui s'imprimait dans les journaux. Il ne lisait que les rapports filtrés par son entourage. Il ne fréquentait que ses ministres, qu'il choisissait lui-même pour leur docilité. Il vivait dans une bulle. Cet isolement laissait le champ libre aux rumeurs, aux calomnies, aux interprétations malveillantes. Lorsque, en 1916, des feuilles satiriques commencèrent à circuler à Pétrograd, montrant Raspoutine comme l'amant de la tsarine, ou la tsarine comme l'espionne de l'Allemagne, ces feuilles trouvèrent un public immense, parce qu'aucune contre-image n'existait pour les démentir. Le couple impérial, en se retirant, avait abandonné le terrain de l'opinion publique à ses ennemis. Et dans une Europe qui découvrait la puissance de la presse de masse, des photographies, des journaux à 1 kopek, cette absence d'image était une faiblesse mortelle. La 5e cause, c'est le rôle joué par les autres puissances européennes. Pendant la guerre, les alliés de la Russie, France et Royaume-Uni, ont versé des sommes considérables au gouvernement impérial. Ils ont aussi exercé une pression constante pour que la Russie maintienne son effort militaire malgré les défaites. Cette pression, mêlée à l'incapacité du régime à reconnaître ses propres limites, a contribué à enliser le pays dans une guerre qu'il ne pouvait plus mener. Les ambassadeurs occidentaux à Pétrograd, le Britannique George Buchanan en particulier, ont averti à plusieurs reprises de l'imminence d'une catastrophe. Buchanan a eu une audience célèbre avec Nicolas en janvier 1917, au cours de laquelle il a osé lui suggérer de regagner la confiance de son peuple. Le tsar lui répondit froidement, en anglais. « Voulez-vous dire, mon ambassadeur, que c'est moi qui dois regagner la confiance de mon peuple, ou est-ce mon peuple qui doit regagner ma confiance ?» Cette réplique résume tout. Pour Nicolas, jusqu'au bout, le souverain n'était pas comptable devant le peuple. Le peuple devait mériter le souverain. Une fois l'abdication signée, il restait à régler le sort de la famille. Le gouvernement provisoire, dirigé par le prince Gueorgui Lvov, puis par Alexandre Kerensky, prit d'abord des mesures relativement humaines. Les Romanov furent assignés à résidence dans leur propre palais Alexandre à Tsarskoye Selo. Ils purent y vivre avec leurs enfants, leurs serviteurs les plus fidèles, leurs précepteurs. Pendant quelques mois, ils tinrent une sorte de cour réduite. Le tsar bêchait son jardin, sciait du bois, lisait beaucoup, jouait avec ses filles. La tsarine, malade de la colonne vertébrale, restait souvent allongée. Le tsarévitch Alexis suivait des leçons de mathématiques, de français, de russe. Mais à mesure que la situation politique s'aggravait, le sort de la famille devenait précaire. L'aile la plus radicale du soviet de Pétrograd réclamait que les anciens souverains soient jugés et exécutés. Kerensky hésita longtemps, puis décida, en août 1917, de transférer la famille à Tobolsk, en Sibérie occidentale, loin des passions de la capitale. Le voyage dura plusieurs jours. Le train spécial était décoré d'un drapeau japonais pour égarer les soupçons. À Tobolsk, les Romanov furent installés dans la maison du gouverneur, transformée en prison. Ils n'étaient plus prisonniers d'un palais, ils étaient prisonniers d'une maison ordinaire, dans une ville endormie, au bord du fleuve Irtych. Pendant ce temps, à Pétrograd, le pouvoir continuait de glisser. Le gouvernement provisoire, faible et désorganisé, ne parvenait pas à imposer son autorité face aux soviets de plus en plus radicalisés. Les bolcheviks de Lénine, revenus en Russie en avril 1917 dans un wagon plombé fourni par le commandement allemand qui voyait en eux un moyen de déstabiliser leur ennemi, gagnaient progressivement la majorité dans les conseils ouvriers. Ils prônaient la fin immédiate de la guerre, la distribution des terres aux paysans, le contrôle ouvrier sur les usines. Leur slogan simple,
séduisait des masses fatiguées par 3 années de combats inutiles. Le 7 novembre 1917, qui correspond au 25 octobre du calendrier julien, les bolcheviks prirent le pouvoir à Pétrograd. Le coup d'État fut presque sans résistance. Quelques fidèles de Kerensky tentèrent de défendre le palais d'hiver, mais ils furent vite débordés. Lénine, monté à la tribune du soviet de Pétrograd, déclara : « Les ouvriers et les paysans, dont parlait toujours notre camarade Kerensky, viennent de prendre le pouvoir entre leurs mains. » Une nouvelle ère commençait, qui allait changer non seulement la Russie, mais le monde entier. Pour la famille de l'ancien tsar, le coup d'État bolchevique fut le début d'une descente aux enfers. À Tobolsk, les conditions de détention se durcirent. Les bolcheviks, méfiants envers tous les anciens privilégiés, soupçonnaient les Romanov de pouvoir devenir un point de ralliement pour la contre-révolution. En avril 1918, ils transférèrent la famille à Yekaterinbourg, dans l'Oural. Ils furent installés dans la maison de l'ingénieur Ipatiev, une vaste demeure en pierre rebaptisée pour l'occasion Maison à destination spéciale. Ils y restèrent près de 3 mois. La guerre civile faisait rage. L'armée des Blancs, contre-révolutionnaire soutenue par les puissances étrangères, avançait depuis la Sibérie. La Légion tchèque, formée d'anciens prisonniers de l'armée austro-hongroise qui s'étaient retournés contre les Allemands, se battait également contre les bolcheviks et progressait vers Yekaterinbourg. Le soviet local, soutenu par Moscou, décida que la famille ne devait à aucun prix tomber vivante entre les mains des Blancs. La décision finale d'exécution fut probablement prise à Moscou par Lénine et le comité exécutif central, bien que les documents officiels soient ambigus. Dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918, vers 1h30 du matin, les Romanov furent réveillés et conduits dans une cave de la maison Ipatiev. On leur dit qu'il fallait les évacuer en raison de l'approche des combats et qu'on devait d'abord prendre une photo officielle. Le tsar tenait son fils Alexis dans ses bras, l'enfant étant trop faible pour marcher. Les filles suivaient, en chemise de nuit. La tsarine, pâle, demanda qu'on apporte des chaises pour elle et pour son fils. On apporta 2 chaises. 11 personnes, parmi lesquelles le médecin Bodkin et 3 serviteurs fidèles, étaient présentes. Le commandant Yourovski entra alors dans la pièce. Il lut une brève déclaration du soviet de l'Oural condamnant les Romanov à mort. Le tsar eut juste le temps de dire « Quoi ?» Yourovski tira le premier. Les autres bourreaux suivirent. La fusillade fut désordonnée, atroce, prolongée par le fait que les filles avaient cousu des diamants et des bijoux dans leurs corsets, qui dévièrent les balles. La fusillade fut chaotique et dura plusieurs minutes. Tous moururent dans cette cave aux murs blanchis, sous les ampoules nues, en une vingtaine de minutes effroyables. Les corps furent transportés dans une forêt à quelques kilomètres de la ville, au lieu dit Ganina-Yama. On tenta de dissimuler les corps, puis ils furent enterrés dans une zone forestière dont la localisation exacte resta longtemps secrète. Ce n'est qu'en 1998, 80 ans après les faits, que les restes du tsar, de la tsarine, de 3 de leurs filles, du médecin et des serviteurs furent solennellement inhumés dans la cathédrale Saint-Pierre et Paul à Saint-Pétersbourg, redevenue Saint-Pétersbourg après l'effondrement de l'Union soviétique. Les restes du tsarévitch Alexis et de l'une des grandes duchesses, identifiées plus tard, furent retrouvés en 2007 dans une fosse séparée et examinés par des analyses ADN. Comment la mémoire collective a-t-elle traité Nicolas II et la fin des Romanov ? La réponse est complexe et a beaucoup évolué selon les époques. Pendant toute la période soviétique, qui a duré jusqu'en 1991, soit plus de 70 ans, la propagande officielle peignait l'ancien tsar sous les traits d'un autocrate sanglant, complice de tous les maux du capitalisme et de la noblesse. Les manuels scolaires soulignaient le dimanche sanglant, les pogroms juifs du début du XXe siècle, la répression de 1905, les défaites militaires.
Le surnom de Nicolas le Sanglant restait gravé. La maison Ipatiev fut conservée comme un trophée macabre, puis, en 1977, démolie sur ordre direct de Boris Eltsine, alors premier secrétaire du parti dans l'Oural, parce qu'elle attirait des pèlerins et risquait de devenir un lieu de mémoire monarchiste. À l'étranger, l'image était souvent inversée. Les émigrés russes, dispersés à Paris, à Berlin, à New York, cultivaient le souvenir d'un tsar martyr, victime des bolcheviks et de la trahison des Occidentaux. Ils publiaient des livres apologétiques, organisaient des messes commémoratives, transmettaient à leurs enfants une nostalgie ardente de la Russie d'avant. Plusieurs sœurs et belles-sœurs du tsar, dont la grande-duchesse Olga et la tsarine douairière Maria Fyodorovna, vécurent en exil et publièrent des mémoires. Le cas de la grande-duchesse Anastasia mérite une mention particulière. Pendant des décennies, plusieurs femmes prétendirent être Anastasia, la plus jeune fille du tsar, miraculeusement échappée du massacre. La plus célèbre fut Anna Anderson, qui apparut à Berlin en 1920 et soutint cette thèse jusqu'à sa mort en 1984. Des analyses ADN posthumes prouvèrent qu'elle n'était pas Anastasia. Mais le mythe avait pris une telle ampleur qu'il avait inspiré des films, des livres, des comédies musicales, jusqu'au célèbre dessin animé d'Hollywood en 1997. La fascination pour cette légende d'évasion en disait long sur le besoin collectif de croire à une survie dans les ténèbres. Avec la chute de l'Union soviétique, la mémoire de Nicolas le II fut profondément réévaluée. En l'an 2000, l'Église orthodoxe russe canonisa toute la famille impériale comme porteurs de la Passion, c'est-à-dire saints qui ont accepté la mort sans résistance, à l'imitation du Christ. Ce statut particulier reconnaît la dimension spirituelle de leurs martyrs, sans pour autant trancher la question de leur action politique. Des icônes furent peintes les représentant, des églises leur furent dédiées. Sur le site de la maison Ipatiev, à Yekaterinbourg, s'élève désormais l'église sur le sang, vaste sanctuaire moderne où des milliers de pèlerins viennent chaque année. L'historiographie contemporaine, libérée de la fausse alternative entre la légende noire soviétique et la légende dorée des émigrés, propose une vision plus nuancée. Les chercheurs reconnaissent à Nicolas certaines qualités personnelles évidentes: la piété sincère, l'amour de sa famille, la dignité face à la mort, une certaine droiture morale dans la vie privée. Mais ils soulignent en même temps ses limites politiques, le manque de vision stratégique, l'incapacité à comprendre les forces sociales nouvelles, le refus obstiné de partager le pouvoir, l'aveuglement face à Raspoutine, les choix désastreux pendant la guerre. Le grand historien britannique Dominic Leven a résumé ce paradoxe dans une formule frappante. Nicolas aurait pu être un excellent capitaine de cavalerie. Il fut un médiocre tsar. Y avait-il une autre voie possible? Cette question hante les historiens et les amateurs d'histoire alternative. Les contrefactuels ne sont jamais des sciences exactes, mais on peut imaginer plusieurs scénarios qui auraient pu modifier le cours des événements. Si Nicolas avait abdiqué dès 1905 en faveur de son frère Michel, plus libéral, plus souple, peut-être l'Empire aurait-il évolué vers une monarchie constitutionnelle stable, à l'anglaise. Si Stolypine n'avait pas été assassiné en 1911, ces réformes agraires auraient peut-être créé une classe paysanne propriétaire, conservatrice, qui aurait stabilisé le régime. Si la guerre n'avait pas éclaté en 1914, ou si elle avait été plus brève, l'élan industriel aurait peut-être absorbé les contradictions sociales. Si Raspoutine avait été éloigné dès 1912, le prestige du couple impérial n'aurait peut-être pas été ruiné. Si le tsar n'avait pas pris personnellement le commandement de l'armée en 1915, la responsabilité des défaites n'aurait pas été personnellement la sienne. Mais aucun de ces si ne s'est produit. Et ces si en chaîne montrent quelque chose d'essentiel. La chute de l'Empire russe ne fut pas l'effet d'une cause unique,
mais le produit de plusieurs décisions individuelles, de plusieurs renoncements, de plusieurs orgueils, qui se sont entrelacés au point de devenir inextricables. À chacune de ces étapes, un autre homme aurait pu choisir autrement. Nicolas, lui, choisit toujours la solution qui correspondait à sa nature. Conservatrice, dévote, familiale, méfiante de l'inconnu, fidèle à des principes hérités. Cette nature, qui aurait fait de lui un magnifique propriétaire terrien dans l'Angleterre rurale, ou un gentilhomme paisible en Bavière, le condamna en tant que dirigeant d'un empire en proie à toutes les transformations modernes. Il est troublant de penser que cet homme, dont les contemporains les plus lucides voyaient déjà l'inadéquation à sa charge, fut placé par la naissance et par la coutume au sommet d'un pouvoir qu'il ne désirait pas et qu'il était inapte à exercer. Tout le drame de l'histoire de la Russie au début du XXe siècle tient peut-être dans cette ironie. La fonction la plus écrasante du monde fut occupée par l'un des hommes les moins capables d'emporter le poids. Et lorsqu'il dut choisir entre s'effacer pour sauver l'État ou se maintenir au prix de la catastrophe, il choisit, par une sorte de fatalité tragique, la voie qui conduisait à l'effondrement total. L'effondrement de l'empire des Romanov ne fut pas seulement la chute d'une dynastie, ce fut la fin d'un monde. Pendant 3 siècles, la Russie impériale avait représenté une certaine façon d'être en Europe, une forme particulière de civilisation chrétienne orientale, alliée aux institutions héritées de Byzance et aux traditions slaves. Cette civilisation avait produit Pouchkine, Gogol, Grinka, Borodine, Mendeleïev, Pavlov, Tchekhov. Elle disparut presque entièrement en quelques années. Beaucoup de ses héritiers furent exilés, d'autres exécutés. Les bibliothèques, les archives, les domaines, les collections d'art furent dispersés ou détruits. Une mémoire entière, transmise depuis des générations, fut brutalement interrompue. Le pouvoir bolchevique, qui prit la suite, mit en œuvre un projet absolument différent. Il voulait construire une société sans classe, sans religion, sans tradition. Il vouait à la mort tout ce qui rappelait l'Ancien Régime. Pendant la guerre civile qui suivit, entre 1918 et 1922, des millions de Russes périrent. Sur les champs de bataille, dans les famines, dans les épidémies de typhus, dans la répression. Le pays sortit de cette épreuve exsangue, ruiné, transformé. La nouvelle URSS, proclamée le 30 décembre 1922, n'était plus la Russie des tsars. Elle se voulait l'avant-garde d'une révolution mondiale. Et pourtant, par certains côtés, la nouvelle Russie soviétique a hérité de l'ancienne. Le centralisme bureaucratique, l'autoritarisme personnel, la méfiance envers l'étranger, la sacralisation du chef, l'écart entre l'élite et le peuple. Tous ces traits que l'on retrouvait sous les Romanov se sont retrouvés, sous d'autres formes, sous Lénine, sous Staline et au-delà. L'historien italien Franco Venturi a parlé d'une continuité paradoxale entre le tsarisme et le bolchevisme. Ce ne sont pas exactement les mêmes hommes, ni les mêmes idéologies, mais ils répondent peut-être aux mêmes contraintes profondes, géographiques, historiques, sociales, qui pèsent depuis des siècles sur cette immense plaine eurasiatique entre la Pologne et la Mongolie. Lorsque, en 1991, l'Union soviétique s'effondra à son tour, sous les coups conjugués des indépendantistes baltes, ukrainiens, caucasiens et de la fatigue généralisée du système, beaucoup de Russes redécouvrirent leur ancien empire impérial avec une nostalgie nouvelle. Les bibliothèques rouvrirent leurs réserves. Les archives livrèrent des documents tenus secrets pendant 3/4 de siècle. Des biographies de Nicolas, des éditions de sa correspondance, des films sur sa famille virent le jour.
le portrait du tsar martyr commença à figurer dans les églises, parfois aux côtés des icônes traditionnelles. Une partie de la société russe contemporaine entreprit, à sa manière, un travail de deuil retardé pour cette monarchie que ses parents avaient appris à haïr. Mais ce travail de deuil ne se confond pas avec une réhabilitation politique. La plupart des historiens russes contemporains, même ceux qui sympathisent personnellement avec la mémoire des Romanov, reconnaissent que Nicolas le II fut un dirigeant médiocre et que ses fautes individuelles, ajoutées aux contradictions du système qu'il incarnait, conduisirent inévitablement à la catastrophe. Il refuse simplement la caricature soviétique du tyran sanglant, qui simplifiait la réalité en l'inversant. L'homme qui mourut dans la cave d'Yekaterinbourg le 16 juillet 1918 n'était ni un démon, ni un saint au sens politique du terme. C'était un homme ordinaire, simplement, à qui l'histoire avait imposé une charge extraordinaire et qui s'était montré incapable de la porter. Pourquoi donc, malgré tout, racontons-nous encore son histoire avec autant de fascination? Pourquoi les biographies se succèdent-elles, les films se multiplient-ils, les passionnés se penchent-ils sur les moindres détails de sa vie privée? Peut-être parce que cette histoire pose une question fondamentale, qui dépasse le cas particulier du dernier tsar. Quelle est la responsabilité personnelle d'un dirigeant face à des forces qui le dépassent? Quelle est la part du destin, de l'hérédité, de la culture politique, dans les choix que fait un homme placé au sommet d'un État? Peut-on imaginer que des qualités personnelles, dans un autre contexte, auraient produit un résultat différent? La réponse n'est pas évidente, mais l'histoire de Nicolas suggère une vérité dérangeante. Les régimes politiques ne sont pas seulement des structures abstraites, ils sont aussi des incarnations. Un mauvais dirigeant peut détruire une institution solide. Un bon dirigeant peut sauver une institution chancelante. Pendant une grande partie du XIXe siècle, la Russie avait connu une sorte d'oscillation entre des tsars compétents, comme Alexandre le Ier ou Alexandre le II, et des tsars rigides, comme Nicolas le Ier ou Alexandre le III. Mais aucun, parmi eux, n'avait été aussi inadapté que Nicolas le II au défi de son époque. Et l'époque, hélas, fut la plus exigeante de toutes. À la fin de cette histoire, peut-être pourrions-nous poser une dernière question. Pourquoi continuons-nous à raconter cette histoire comme si elle était simple, comme si elle se résumait à la chute d'un tyran, ou au martyre d'un saint, ou à la fatalité d'une révolution? La vérité est plus complexe, plus humaine, plus douloureuse. Elle nous parle d'un homme bien intentionné qui n'a pas su voir, d'une famille aimante qui s'est isolée, d'un peuple immense qui s'est lassé d'attendre. Elle nous parle de la difficulté infinie de gouverner, de la fragilité des institutions, du poids du passé qui pèse sur le présent et du présent qui dévore parfois l'avenir. L'histoire de Nicolas le II, c'est aussi celle d'un avertissement. Un empire, si vaste soit-il, ne tient debout que par la confiance qui circule entre ses parties. Lorsque cette confiance s'évapore, l'édifice peut s'effondrer en quelques jours, alors que sa construction a pris des siècles. La Russie impériale, en 1914, semblait éternelle. En 1917, elle n'existait plus. En 1918, ses derniers représentants gisaient dans une fosse de la forêt sibérienne. Et un autre monde, totalement différent, prenait sa place. Cette histoire est ancienne, mais elle nous parle encore. Elle nous parle de la difficulté à reconnaître les signes des temps lorsqu'on est au pouvoir, de la tentation de croire que les anciennes recettes fonctionneront toujours, du danger de s'isoler dans un cercle de fidèles complaisants. Elle nous rappelle qu'aucune institution, aucune dynastie, aucun système
n'est protégé par sa simple ancienneté. Et elle nous montre, avec une force tragique, qu'à un certain moment, il devient trop tard pour réformer, et que la chute s'impose alors avec une violence proportionnelle à toutes les occasions manquées. C'est ainsi qu'un soir de juillet 1918, dans une cave éclairée par des ampoules nues, à plusieurs milliers de kilomètres du palais d'hiver, s'éteignit la dynastie qui avait régné sur la Russie depuis 1613. 305 années d'histoire impériale, condensées dans les 11 corps qui gisaient sur le sol de pierre. Aucune fanfare, aucun crépuscule théâtral. Seulement des coups de feu désordonnés, le sang sur les murs blanchis, le silence qui retomba peu à peu sur la maison Ipatiev. Au dehors, dans la ville endormie, les habitants ne sauraient rien avant longtemps. Ils dormaient sous les étoiles d'une nuit d'été ordinaire, ne se doutant pas qu'à quelques rues d'eux, dans la cave d'une maison de pierre, venait de s'achever l'un des plus longs récits de l'histoire européenne. Et nous, plus d'un siècle après, nous continuons à descendre dans cette cave en pensée, à regarder ces ombres qui s'agitent sous les ampoules nues, à chercher, parmi des visages, celui de l'enfant malade tenu dans les bras de son père, celui des sœurs qui se serrent contre leur mère, celui du médecin qui n'avait pas voulu abandonner ce qu'il soignait. Nous y descendons parce que ce sont aussi nos morts, ceux d'un monde dont nous sommes, par 1000 fils invisibles, les héritiers. Nous y descendons parce qu'il faut bien comprendre comment l'on en arrive là, comment des décennies de petits choix se transforment en une seule grande catastrophe. Nous y descendons, en silence, comme on descend dans une crypte, pour méditer sur la fragilité des choses humaines. Car au fond, l'histoire que nous venons de parcourir n'est pas seulement celle d'un empire perdu. Elle est aussi celle de la grande question qui parcourt toute l'expérience politique humaine. Comment des sociétés organisées, prospères, anciennes, peuvent-elles s'effondrer aussi vite et laisser derrière elles des ruines qui mettront des générations à être déblayées? Cette question ne concerne pas seulement la Russie de Nicolas le II. Elle concerne toutes les civilisations, à toutes les époques. Elle nous concerne nous-mêmes, peut-être davantage que nous ne voudrions l'admettre. Cette histoire, comme toutes les grandes histoires, ne se termine pas vraiment. Elle continue de raisonner, de poser ses questions sans réponse, de nourrir nos rêveries lorsque nous fermons les yeux et que nous laissons remonter, dans la pénombre, ces silhouettes lointaines. Un tsar fatigué qui pèle la neige dans le jardin de son exil, une tsarine pâle qui prie devant une icône, un enfant fragile qui regarde la pluie tomber sur les vitres d'une maison qui n'est pas la sienne, des jeunes filles qui rient encore, malgré tout, comme rient les jeunes filles de tous les temps et de tous les pays. Et au-delà de ces silhouettes, l'immense paysage de la Russie, ces fleuves gelés, ces forêts noires, ces villes qui s'éveillent dans le froid, son peuple qui marche vers un avenir qu'il ne choisit pas, plus que ces tsars n'ont su choisir le leur. Que la nuit vous soit douce, que les rêves vous portent vers d'autres rivages, et que le sommeil vous trouve apaisé.